À Kretschwitz, un village de Thuringe, à l'est de l'Allemagne, nous avons trouvé des poulets heureux. Les poules pondent dans leur enclos et un coq se pavane au soleil. Les bêtes ont autant d'espace qu'elles veulent. Elles peuvent suivre leur instinct naturel et s'asseoir à l'ombre des arbres ou se percher sur des arbustes. Peter Meister a 4500 poulets, dont 3500 poules qui pondent un œuf quasiment tous les jours. Son élevage va bien au-delà du cahier des charges pour la certification bio. Mais cela se paie. Le bien-être des poulets coûte cher aux éleveurs. Peter Meister est un idéaliste, mais financièrement, c'est limite. Car bien que la qualité et le goût de ses œufs soient exceptionnels, il ne parvient pas à les vendre à plus de 30 centimes d'euros pièce. Pas assez pour acheter des machines ou embaucher un salarié à temps plein. Alors il exécute certaines tâches manuellement, parfois avec l'aide de son épouse. Mais même s'il gagne à peine sa vie, Peter Meister persiste dans son idée de départ. Venu à l'élevage de poulets sur le tard et par conviction, il veut bien faire les choses. On se donne beaucoup de mal pour que nos poulets soient bien traités. Ceci dit, il ne faut pas oublier que ça reste des animaux d'élevage, mais on fait de notre mieux. L'élevage écologique implique l'utilisation d'enclos mobiles qui sont régulièrement déplacés vers de nouvelles parcelles pour permettre au sol de se régénérer et assurer l'approvisionnement des poulets en insectes et en graines. Gratter, picorer, faire des bains de poussière, tout ça est très important pour le bien-être des poulets. Ça leur permet de se comporter de manière naturelle et instinctive. Autre lieu, autre méthode. Nous avons rendez-vous avec Richard Geiselhardt. Il dirige la société Landkost-Ei, l'un des plus gros producteurs d'œufs d'Allemagne. Son poulailler industriel comporte plusieurs dizaines de bâtiments. Son entreprise commercialise 1 milliard d'œufs par an. Plus de 90% des œufs que les Allemands consomment proviennent d'élevage intensif, qu'ils soient au sol, en plein air ou bio. Le site de Richard Geiselhardt compte 1 million de poules pondeuses. Chacun des 43 hangars abrite entre 12 000 et 42 000 bêtes. Bon, allons-y. Pour entrer dans ces bâtiments, nous revêtons des combinaisons de protection biologique. Non pas pour nous protéger des poulets, mais pour protéger les poulets d'un germe que nous pourrions leur transmettre. Voici la pouponnière. Il n'y a pratiquement aucune lumière naturelle. Jusqu'à 6 000 individus vivent confinés, ici. Après 18 semaines, les poussins atteignent leur maturité sexuelle et sont en mesure de pondre. Ce que vous voyez ici n'est pas de l'élevage en cage, mais ce qu'on appelle de l'élevage au sol. 63% des œufs vendus dans les supermarchés allemands en sont issus. Cette pouponnière dispose d'installations sur plusieurs niveaux. Ici, les bêtes peuvent s'alimenter et se désaltérer en permanence. Ce qui est très important, c'est qu'elles peuvent s'exercer sur les barres de perchoir qui sont installées à des hauteurs différentes. Elles constituent une sorte d'atelier d'escalade sur lequel les poules se déplacent pour stimuler leur musculature. Ces poules sont élevées au sol dès leur naissance. C'est la meilleure façon de les habituer à cette forme d'élevage. En haut, elles mangent et boivent. En bas, elles grattent le sol. Dans un espace aussi exigu, les bactéries, les virus et les champignons sont susceptibles de se propager très rapidement. C'est pourquoi la réglementation oblige les éleveurs à vacciner leurs bêtes pour les protéger contre les maladies. Durant leur séjour dans la pouponnière, nos bêtes vont faire l'objet de toute une série de vaccinations préventives. Comme pour les enfants, c'est la même chose. En Allemagne, tous les poulets doivent être vaccinés contre la maladie de Newcastle. Mais nous les vaccinons également contre la bronchite infectieuse, la laryngotrachéite infectieuse aviaire et d'autres maladies aviaires qui pourraient nuire à leur santé. En pouponnière, nos poulets sont vaccinés 1, 2 ou 3 fois. Notre souci est de les maintenir en bonne santé.
c'est-à-dire de leur éviter de tomber malades. L'objectif est que les bêtes restent en bonne santé. Dans l'exiguïté des élevages intensifs, les risques d'infection demeurent néanmoins élevés. Dès qu'une bête tombe malade, les éleveurs administrent à tous leurs troupeaux des antibiotiques en quantité importante. Les élevages ne fournissent pas de chiffres précis sur ces vaccinations. Richard Geiselhardt nous emmène dans un autre de ces bâtiments. Au total, l'Allemagne compte 26 millions de poules en élevage au sol. Ici, elles sont au nombre de 2 millions. La ponte des œufs se fait dans un espace réduit au minimum. Ces poules ont été programmées pour devenir des machines à pondre. Elles produisent pratiquement un œuf par jour. Par comparaison, la femelle du coq doré, l'ancêtre asiatique de nos poules domestiques, n'en pond que 18 par an. Ce haut niveau de rendement, quelle que soit la saison, nécessite un éclairage artificiel et des conditions d'élevage extrêmes. L'élevage au sol est avantageux pour le producteur et pour le consommateur, mais il cause du tort aux poules et à l'environnement. La cohabitation de tant de poules pondeuses dans un espace clos génère d'importantes pollutions de l'air. La décomposition des fientes produit de l'ammoniac, un gaz incolore et irritant qui altère les voies respiratoires des animaux. Ici, un système d'épuration de l'air a été mis en place, mais l'odeur reste extrêmement présente. Beaucoup d'entreprises ne purifient pas l'air qu'elles rejettent. L'ammoniac s'échappe ainsi dans la nature, menaçant la santé des humains. Nous avons contacté Stéphanie Pupken, de l'association de défense des animaux Pro-Fi. Nous lui montrons les images filmées dans le poulailler et nous lui demandons si les minima légaux ont été respectés. Le niveau sonore est toujours assez élevé dans ce genre d'enclos. Mais en soi, les poules ont l'air d'être dans un état correct. Sur ces images, je ne vois aucun signe de perte de plumes ni de traces de coups de bec. Donc ça me paraît assez conforme, même si en tant que militante du bien-être animal, je désapprouve le principe de l'élevage au sol. Dans ces élevages, les poulets ne disposent d'aucune surface de parcours et n'ont pratiquement aucune lumière naturelle. Le manque d'activité et la densité conduisent fréquemment à de graves troubles du comportement, comme le piquage des plumes et le cannibalisme. Il faut savoir que les poules sont des animaux très sociables. De ce point de vue, c'est une bonne chose qu'elles vivent avec d'autres poules. Mais dans ces hangars, elles sont beaucoup trop nombreuses. Ces animaux ne sont jamais vraiment détendus. Il faut savoir que la poule est un animal social qui aime s'organiser en troupeau. Mais avec l'arrivée constante de nouveaux individus, elles ne peuvent pas le faire. Normalement, un troupeau de poules compte entre 5 et 20 individus. L'élevage au sol est la pratique la plus répandue en Allemagne. Et elle bénéficie d'une image positive auprès de nombreux consommateurs. Statistiquement, en Allemagne, plus de 63% des œufs proviennent d'élevage au sol. 18,8% d'élevage en plein air. Et seulement 11% sont bio. Nous retournons en Thuringe. Peter Meister raisonne davantage en termes d'éthique et d'écologie que de profit. Mais dans le commerce, ces œufs se vendent au même prix que ceux issus de l'élevage intensif. Près de 30 centimes d'euros l'unité. Pourtant, ce type d'élevage, même bio, n'a pas grand-chose en commun avec celui de Peter Meister. Dans un poulailler industriel bio, chaque poule dispose d'un espace équivalent à une feuille de format A3. En élevage en plein air, au sol ou en cage, c'est encore moins. En Allemagne, les formes d'élevage se distinguent de la manière suivante. En bio, 6 poules par mètre carré. En plein air, 9 poules. En élevage au sol, 9 poules également. En cage, 12 poules par mètre carré. En bio et en plein air, chaque poule dispose de plus de 4 mètres carrés de surface de parcours. En principe, les conditions d'élevage devraient prendre en compte tous les besoins de l'animal. Alors bien sûr, les poules sont mieux loties dans un élevage au sol que dans des cages. Elles peuvent déambuler, volter et se déplacer sur plusieurs niveaux. Mais quand on sait qu'au départ, les poules vivaient plutôt en lisière des forêts, on imagine bien qu'elles préféreraient se déplacer à l'air libre et se percher dans des buissons.
En Allemagne, la plupart des élevages au sol ressemblent à celui de la société Landkostei. Une poule pond ici près de 300 œufs par an. Un convoyeur emporte les œufs vers la chaîne de conditionnement. Cette unité produit plus de 3 millions d'œufs par jour. Mais en Allemagne, la demande est élevée et l'ensemble des usines de ce genre ne suffit pas à la satisfaire. Par conséquent, 30% des œufs consommés outre-Rhin sont importés. Les œufs, qu'ils viennent d'Europe ou d'Allemagne, sont soumis à une obligation de marquage. Un code qui informe le consommateur sur les conditions de production et la provenance des œufs qu'il achète. Le code se lit de la manière suivante. Le 2 indique qu'il vient d'un élevage au sol. Les lettres DE renvoient à l'Allemagne. Le 12 au Brandebourg, le 61 à notre entreprise et le 015 à ce poulailler ici à Bestensee. Donc on peut savoir exactement d'où il vient. Le code 1 indique des œufs d'élevage en plein air. Landkostei en produit aussi, mais en moindre quantité. L'essentiel de la production sont des œufs de catégorie 2, donc issus d'élevage au sol. La chaîne de conditionnement est presque intégralement automatisée et informatisée. Cette unité ne produit pas d'œufs de catégorie 3. Le code 3 renvoie à l'élevage en cage où les poules sont confinées par groupe de 20 à 60 individus. En Allemagne, cette méthode, même si elle est encore légale, devient de plus en plus rare. Les œufs de la meilleure catégorie, issus des élevages bio, sont marqués par le code 0. Toutes les grandes chaînes de supermarchés font partie de nos clients. Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, Netto, Penny, le commerce de détail aussi. Nous rencontrons Friedrich Otto Ripke, président de la Fédération allemande de l'industrie avicole. Il dirige également la KAT, l'Association pour un élevage alternatif certifié. L'élevage au sol bénéficie d'une image très positive auprès des consommateurs. Les poules pondeuses ont de l'espace, les œufs sont de qualité et les élevages de plein air ou bio sont en progression. En Allemagne, la part de bio est de 10% contre 7% en France. Notre part de plein air est de 17% comme en France. En revanche, la part de l'élevage en cage y est de 70%, alors qu'en Allemagne, cela ne se fait quasiment plus. Donc, quand on considère la question au niveau européen, l'Allemagne s'en sort plutôt bien et le développement va se poursuivre. Paris. Les consommateurs français ont la réputation d'être de fins gourmets. Il est d'autant plus surprenant qu'en France, 69% des poules pondeuses soient élevées en cage. Le libellé officiel est « élevage en cage aménagé ». Souvenez-vous, c'est 20 à 60 bêtes par cage. Nous nous rendons sur un marché paysan. Sur les étals, nous trouvons des œufs issus de l'élevage au sol, des œufs de plein air et des œufs bio. Chez Jean-Claude Sennerin, le choix est particulièrement important. Mais ces œufs bon marché, issus d'élevage en cage, ont déjà tous été vendus. Financières, ils peuvent avoir des limites financières. Donc les gens qui ont des limites financières ne peuvent pas forcément acheter du plein air et à la limite le confort de la poule passe en deuxième choix. Le premier choix c'est leur porte-monnaie. Après on voit le confort de la poule. J'ai acheté des œufs de poule élevés en plein air et je préfère acheter ce type d'œufs parce que je me dis que les poules sont mieux traitées et qu'elles ont une vie plus agréable. Et après, je ne sais pas si ça retentit sur la qualité des œufs, mais en tout cas, psychologiquement, je préfère ça. J'ai acheté des œufs blancs, je les aime bien blancs. J'en mange une fois par semaine, vous savez, un œuf par semaine, c'est pas... Je suis toute seule, alors vous savez, je me casse pas la tête pour manger. Hein. À Paris, nous avons rendez-vous au siège de l'ONG internationale CIWF, Compassion in World Farming, une association renommée de protection des animaux qui conseille notamment le gouvernement français. L'ONG étudie le commerce de produits alimentaires d'origine animale au niveau européen. Comme les Allemands, les Français sont favorables à des pratiques d'élevage respectueuses du bien-être animal. Ils continuent pourtant d'acheter les œufs bon marché de poules élevées en cage dans des conditions non respectueuses.
Léopoldine Charbonneau est la directrice de CIWF France. Nous constatons un changement dans la demande des consommateurs. Et la production suit cette tendance en s'éloignant lentement mais sûrement des cages. Cela étant, 69% des poules françaises vivent encore en cage. Contrairement à l'Allemagne, la méthode d'élevage n'est indiquée qu'en petits caractères au dos de la boîte. Le code 3 indique que ces œufs proviennent d'un élevage en cage. Mais pour le voir, il faut avoir de bons yeux. L'emballage des œufs peut être trompeur. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un étiquetage qui indique la technique de production. Un code lisible permet au consommateur de savoir ce qu'il achète. Sur cette boîte, on a un paysan sympathique, ce qui donne un cachet traditionnel au produit. Mais le code nous apprend que les œufs proviennent de poules en cage. C'est donc très important. On a souvent des images très bucoliques, mais ce sont des œufs de cage. Selon un sondage commandé par le CIWF, une majorité de Français souhaitent des méthodes d'élevage plus respectueuses. Ils seraient disposés à payer pour cela 10% de plus. Nous avons interrogé des consommateurs. Je ne peux pas doubler les montants, mais si je sais que c'est de la bonne qualité, surtout que j'ai des enfants, donc je veux qu'ils mangent bien aussi, je peux mettre un peu plus cher. Je peux accorder un budget un peu plus important à la nourriture pour que toute la famille mange bien. Voilà, c'est important pour moi. Maintenant, avant, je me disais par rapport au prix, je faisais pas trop attention, je faisais plus gaffe. Mais maintenant qu'on voit beaucoup de maladies qui arrivent, à la télé, aux infos, à chaque fois on voit un nouveau truc, un nouveau médicament, un nouveau truc, et ben on prend plus trop de risques. Maintenant, si c'est 1 ou 2 € plus cher et que c'est plus contrôlé et que l'animal il est mieux, ben on le fait, on va payer plus cher, on n'aura pas le choix. Je pense que ça va être comme ça. En France, les œufs de cage continuent d'être vendus en supermarché. Ce n'est plus le cas en Allemagne. Pourtant, 7% des œufs produits outre-Rhin proviennent de poules élevées en cage. Les supermarchés allemands proposent uniquement des œufs bio, de plein air et surtout d'élevage au sol. Mais alors, que deviennent les œufs de cage de catégorie 3 ? Pour le savoir, nous décidons d'acheter des produits alimentaires dans différentes chaînes de supermarchés. Dans une grande surface proche de Munich, nous prenons des pâtes, des petits gâteaux et des sauces. Tous ces produits contiennent des œufs. Mais d'où proviennent-ils ? En tant que consommatrice, je n'ai aucune information quant à la provenance de ces œufs. Pour les produits alimentaires transformés destinés à la consommation immédiate, la loi oblige les fabricants à indiquer que leurs produits contiennent des œufs, mais elle ne les oblige pas à spécifier si ces œufs sont de catégorie 3 ou s'ils proviennent d'un élevage au sol ou de plein air. Les Allemands consomment 230 œufs par an, mais 30% de ces œufs sont contenus dans des aliments transformés. On trouve les mentions « contient des œufs » ou « de l'œuf entier en poudre », mais rien sur le mode d'élevage. Une chose est certaine, l'industrie alimentaire et la restauration utilisent d'énormes quantités d'œufs de cage. Certains produits alimentaires contiennent des œufs de cage venant de l'étranger. Pour les ovoproduits, l'indication de provenance des œufs n'est pas obligatoire. La KAT souhaite que ce soit le cas. Le gouvernement allemand aussi, ce dont je me réjouis. Ceci dit, économiquement, ce n'est pas aussi simple. Les œufs de cage de l'étranger sont bon marché parce qu'ils entraînent moins de coûts de production. Riga, capitale de la Lettonie. Ici, comme dans de nombreux pays européens, les poules pondeuses sont majoritairement élevées en cage. C'est pourquoi les supermarchés et les marchés locaux ne vendent pratiquement que des œufs de catégorie 3. 94% des œufs pondus en Lettonie proviennent de poules élevées en cage. Et cela pose un problème à l'ensemble de l'Europe. Nous nous rendons à 50 km de Riga, sur le site de Baltikovo, le plus important producteur d'œufs et d'ovoproduits d'Europe du Nord. Ces installations gigantesques abritent 2,8 millions de poules qui pondent 700 millions d'œufs par an. Seuls 5% d'entre elles vivent au sol, les autres sont dans des cages. On nous accorde l'autorisation de filmer. Voici à quoi ressemble un élevage en cage aménagé tel qu'il est autorisé par l'Union européenne. 20 à 60 poules entassées les unes sur les autres.
Chacune dispose d'un espace équivalent à la surface de 2 mains. 500 000 poules pondeuses vivent sous un même toit, dans 12 étages de cages superposées. Contrairement à l'élevage au sol, elles n'ont pas la possibilité de volter, ni de picorer ou de gratter le sol. Pour un demi-million de poules, le niveau sonore est étonnamment bas. Cela est dû à la faible luminosité qui a pour but d'apaiser les bêtes et d'éviter le cannibalisme. Toms Auschkaps est membre de la direction de Baltikovo. Pour lui, l'élevage en cage est une pratique rentable et tout à fait normale. Nous ne pratiquons pas l'accouvage. Alors nous achetons des poussins d'un jour en Allemagne. Au bout de 18 semaines, les poussins devenus poules commencent à pondre. Un peu avant, elles sont transférées dans les poulaillers où elles commencent leur vie de poules pondeuses, jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 90 semaines. Pourquoi ce chiffre ? Parce qu'à partir de la 85e semaine, elles se mettent à perdre leurs plumes. Et personne dans le secteur avicole ne garde une poule plus longtemps. Nous apprendrons plus tard quel sort on réserve à ces poules pondeuses au-delà de ces 90 semaines. Celles-ci sont âgées de 35 semaines. Elles passeront encore une année à végéter dans ces cages où elles pondront environ un œuf par jour. L'espérance de vie naturelle d'une poule va de 6 à 10 ans. L'usine est entièrement automatisée. Les œufs parviennent à l'unité d'emballage sans avoir été à aucun moment touchés par un employé. Un scanner laser repère les œufs qui présentent des micro-fissures. Ce n'est qu'à ce stade qu'un employé intervient. Baltikovo ne compte que 269 salariés pour 2,8 millions de poules. Près de 70% des 1,8 million d'œufs pondus par jour sont destinés à l'exportation, que ce soit vers l'Europe ou vers le reste du monde. Nous avons des clients au Japon, en Angola, à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les œufs y sont expédiés par transport maritime. En 2015, nous sommes venus à la rescousse des États-Unis. Nos œufs ont permis aux Américains d'éviter une pénurie de mayonnaise Hellmann's. L'entreprise exporte ainsi 1,8 million d'œufs vers l'Europe et le reste du monde, chaque jour. En 2012, l'Union européenne a pourtant décidé de mettre un terme à ce type de production. Maria Neuschel est députée au Parlement européen et membre de la Commission de l'agriculture et du développement rural. Pour ouvrir une usine avicole, les exploitants investissent des sommes considérables qui se chiffrent généralement en millions. Expliquer à ces exploitants au bout de 5 ans que leurs installations ne sont plus autorisées, c'est souvent les condamner à la faillite. Donc je peux comprendre que dans certains cas, il y ait des réglementations transitoires sur 5 voire sur 10 ans. C'est ce qui se passe avec les œufs de cage de catégorie 3. On n'en trouve plus dans les commerces en Allemagne, mais ils continuent à être produits dans d'autres pays qui bénéficient de cette réglementation transitoire. Les dispositions transitoires sont acceptables à condition que l'objectif final soit clair. Et l'objectif, c'est la fin des élevages en cage. Nous retournons en Lettonie. L'Europe s'est donné jusqu'à 2025 pour bannir les élevages en cage dans tous les pays membres. Mais au regard des équipements ultramodernes et coûteux de Baltikovo, on peut penser que cette entreprise bénéficiera vraisemblablement d'une dérogation supplémentaire pour continuer à produire encore de nombreuses années. En Allemagne, ces œufs ne seront pas vendus en tant qu'œufs avec leurs coquilles. Pourtant, les Allemands consomment quotidiennement des œufs de cage laitons. Certains de nos clients en Allemagne achètent nos œufs liquides pour leurs produits élaborés. Sur les 2 millions d'œufs pondus par jour, certains peuvent avoir des micro-fissures, ou bien leur taille ne correspond pas à la catégorie A. Le tapis roulant les dirige alors directement vers l'usine de traitement des œufs liquides. Les œufs fêlés, abîmés ou trop petits, passent dans une machine à casser les coquilles. Le jaune et le blanc de chaque œuf
sont alors séparés à l'aide d'un tamis. Le blanc, une fois séché, sera le plus souvent utilisé dans l'industrie boulangère ou pour produire des aliments pour sportifs. Le jaune est apprécié en pâtisserie et dans la restauration. Dans la plupart des hôtels et des restaurants, vos œufs brouillés, la panure de votre escalope ou la pâte de votre gâteau, ne sont pas faits avec des œufs fraîchement cassés, mais avec du jaune d'œuf contenu dans des bidons comme ceci. Voici 2 de nos produits prêts à l'emploi. Ici, de l'œuf liquide entier, c'est-à-dire du blanc et du jaune mélangés. Et ça, c'est du jaune d'œuf pur, principalement utilisé dans l'élaboration de sauces, de pâtisserie ou de mayonnaise. On voit bien la différence entre les 2 produits liquides. Ces œufs liquides sont utilisés en Allemagne, en France et ailleurs, dans la restauration, les boulangeries industrielles ou l'industrie alimentaire qui en fera par exemple des pâtes. Mais les œufs de cage ne s'exportent pas uniquement sous la forme d'œufs liquides ou de poudre d'œuf, mais aussi sous la forme d'œufs durs, tantôt coloriés au moment de Pâques, tantôt épluchés pour servir d'accompagnement culinaire. Avant cuisson, les futurs œufs durs reposent pendant une dizaine de jours pour que leurs coquilles se détachent plus facilement. Ils sont ensuite cuits, puis trempés dans un bain d'eau froide avant d'être épluchés par une machine. Le plus souvent, les œufs durs industriels sont déjà âgés de 2 semaines quand ils arrivent dans le commerce. Un délai conforme à la législation alimentaire. L'Allemagne importe également des œufs de ce genre, par exemple pour accompagner les salades dans les cantines. Ils sont expédiés partout en Europe, chez de gros producteurs polonais, allemands, suisses ou scandinaves. Et ils sont utilisés pour l'élaboration de salades et de sauces diverses. En résumé, les œufs de cage de catégorie 3 ne sont pas vendus en coquille à l'Allemagne. Ils le sont en revanche à la France et à de nombreux pays européens. Les œufs liquides, séchés ou durs, provenant d'élevage en cage, continuent quant à eux d'être exportés vers l'Allemagne. Pour acheminer ces œufs et ces ovoproduits en 2 jours à travers toute l'Europe, l'entreprise lettonne s'est dotée de son propre parc de véhicules. L'industrie alimentaire allemande utilise par conséquent des œufs de cage sans avoir à le signaler sur ses emballages. La mention « aux œufs » suffit. Même la KAT, l'organisme de contrôle, ne sait que rarement d'où viennent ces œufs. Le marquage de l'origine des œufs transformés n'est pas obligatoire. Seules quelques rares entreprises de transformation des aliments se sont signalées à la KAT de leur propre initiative. Pour les ovoproduits et les produits faits à base d'œufs, comme les pâtes, les petits gâteaux et certaines pâtisseries, la KAT ne dispose d'informations que de la part de 20% des producteurs. Un grand nombre de ces produits ne sont toujours pas répertoriés dans nos fichiers. Pour être certain de ne pas consommer d'ovoproduits à base d'œufs de cage, le consommateur a donc tout intérêt à étudier attentivement les indications en petits caractères. Quand l'origine des œufs contenus dans un produit alimentaire n'est pas indiquée volontairement, je préfère ne pas acheter le produit. Pour en avoir le cœur net, nous décidons d'acheter des produits alimentaires contenant des œufs dans tous les grands supermarchés d'Unterhaching, une commune de la banlieue de Munich. Puis nous écrivons à 40 entreprises alimentaires pour leur demander de quel type d'élevage proviennent les œufs qu'elles transforment. La plupart d'entre elles nous répondent qu'elles utilisent des œufs issus d'élevage au sol. Une entreprise déclare qu'elle transforme plus de 235 tonnes d'œufs de cage par an. Elle appartient au groupe agroalimentaire international Orkla et produit des sauces et des vinaigrettes destinées aux supermarchés allemands. Comme nous l'avons vu précédemment, les œufs d'élevage au sol sont loin d'être le nec plus ultra, même s'ils sont de meilleure qualité que les œufs de cage. Et il est difficile de savoir si ces œufs proviennent d'élevage au sol allemand. Le consommateur, désireux d'éviter les œufs de cage, doit se renseigner sur Internet. La Fondation Albert Schweitzer, une association de défense des animaux qui milite contre l'élevage intensif, publie les listes régulièrement actualisées de sociétés utilisant des œufs de cage. Elle surveille également plusieurs entreprises de restauration collective et des restaurants.
Mais le fait est qu'il n'existe aucune source d'information fiable et exhaustive sur la question. Dans le langage de l'Union européenne, l'information sur la présence d'œufs de cage transformés est appelée certification des ovoproduits. Malheureusement, je ne peux pas vous dire à partir de quand nous aurons accès à plus d'informations sur les œufs contenus dans les pâtes ou dans les produits transformés. Ce serait important. Mais je ne pourrais vous indiquer un délai que lorsqu'un projet de loi dans ce sens aura été présenté, et ce n'est pas le cas. Ce serait pourtant absolument nécessaire. Les consommatrices et consommateurs sont responsables de ce qu'ils achètent. Mais Bruxelles est aussi responsable des produits qu'on trouve en supermarché et il faut mettre en place des règles claires. Les œufs de cage n'ont rien à faire dans les supermarchés. Nous retournons en Thuringe, chez l'éleveur bio Peter Meister. Il a sélectionné une race de poules bien précise, des pondeuses. Ce ne sont pas des poules de chair. Elles ne sont donc pas destinées à produire de la viande. En revanche, elles pondent chaque année environ 300 œufs de gros calibre. Pour avoir des poules de ponte ou adaptées à la production de viande, les éleveurs ont recours à des races hybrides. Une poule hybride est issue de différentes races originelles qu'on a croisées pour développer les caractéristiques spécifiques qu'on veut obtenir. Par exemple, la couleur des coquilles d'œufs, le rendement de ponte ou la performance d'engraissement. Donc, les poules hybrides sont élevées et sélectionnées en fonction de l'usage qu'on veut en faire. Ni les petits producteurs, ni les grands poulaillers industriels ne sont en mesure d'élever eux-mêmes des poules hybrides. Même un éleveur bio comme Peter Meister achète ses poussins d'un jour à quelques rares fermes d'élevage qui dominent le marché mondial. 50% des bêtes hybrides spécialisées dans la ponte sont de sexe masculin. Pour les usines avicoles, les poussins mâles ne sont d'aucune utilité et finissent généralement broyés. En Allemagne, on estime que 45 millions de poussins sont ainsi tués chaque année. L'idéaliste Peter Meister achète également les mâles, mais il doit les nourrir 4 fois plus longtemps qu'un poulet de chair hybride. L'engraissement des poulets est un secteur largement dominé par les poulaillers industriels. Comme l'entreprise Reveder, implantée dans le Brandebourg et qui dispose de 5 hangars d'engraissement d'une capacité unitaire de 40 500 bêtes. Chaque année, l'entreprise produit 1,5 million de poulets de chair. Ces poussins sont âgés de 2 semaines. Ils proviennent d'une unité d'élevage qui produit des hybrides. Ils passent 17 heures par jour à manger. Cette durée d'alimentation est conditionnée par une lumière artificielle qui s'allume à 5 heures du matin et qui s'éteint à 22 heures. La litière est étalée au sol au début de l'engraissement et n'est changée qu'à la fin. Les poulets passent donc l'intégralité de leur vie dans leur propre fiente. Rainer Reveder est le propriétaire de cette usine avicole. Il réalise 7 séries d'engraissements par an et par bâtiment. Les poussins arrivent ici à l'âge d'1 jour. Après avoir été engraissés pendant 1 mois, ils sont abattus. Ils n'apprennent aucun comportement social. De toute façon, nous dit l'éleveur, ils ne vivent pas assez longtemps pour que ça leur soit utile. Nous avons 2 types d'engraissement en parallèle. Au bout de 28 ou 29 jours, nous prélevons 25% des poulets pour les envoyer à l'abattoir. Ils ont un poids vivant d'1,6 kg et seront vendus en tant que poulets à griller. Les bêtes restantes sont engraissées pendant 10 jours supplémentaires pour arriver à un état d'engraissement moyen, c'est-à-dire un poids de 2,3 kg à 2,4 kg. Du fait de leur hybridation, les poussins ne ressentent pratiquement plus aucune sensation de satiété. Ils peuvent ainsi prendre 2 kilos en 4 semaines. Durant cet engraissement ultra rapide, les conditions d'élevage obligent les poulets à rester constamment debout ou assis dans leur fiente. Ils sont particulièrement vulnérables à toutes sortes de germes et de maladies. Vous-même, vous ne prenez pas de médicaments à titre préventif. Je ne le fais pas non plus. D'une part parce que ça ne sert à rien,
D'autre part, parce que cela augmenterait les coûts de production. Cependant, je ne me sens pas en capacité de sortir un poussin du troupeau parce qu'il a une pneumonie et le soigner de manière individuelle. Avec une quantité pareille, il est évident que ce n'est pas faisable. Donc, quand une maladie se déclare, nous traitons l'ensemble des bêtes. Ce n'est pas possible de faire autrement. Il refusera en revanche de nous dire s'il utilise des antibiotiques et en quelle quantité. En juillet 2018, le ministère allemand de l'Agriculture a fait savoir que le volume d'antibiotiques utilisés dans les élevages intensifs a reculé pour passer de 1700 tonnes en 2011 à 733 tonnes en 2017. Mais le ministère indique également que l'utilisation d'antibiotiques de réserve, en principe réservés pour les humains, avait augmenté de près de 7% en 2017. En clair, la quantité a baissé, mais les antibiotiques utilisés sont nettement plus efficaces. Bien sûr, il y a des brebis galeuses partout, c'est évident. Et il y a sans doute des éleveurs ou des engraisseurs qui ne sont pas forcément corrects. Mais parler de maltraitance animale, voire de cruauté, je ne suis pas du tout d'accord. C'est un élevage moderne, tout simplement. Le fait d'avoir 1, 5 ou 10 bâtiments, ça ne change rien. Ce bâtiment fait 1800 mètres carrés et les autres sont exactement pareils. Donc, qu'il y en ait 5, 6 ou 10 côte à côte, dans l'absolu, on s'en fiche. Ça ne nuit pas du tout au bien-être des bêtes. Toujours selon le ministère de l'Agriculture, 50% des poulets de chair contiendraient des bactéries susceptibles de déclencher une résistance aux antibiotiques chez les humains par contact ou par ingestion. Nous montrons nos images à Stéphanie Popken de l'association Profi. D'après ce que je vois, c'est une exploitation d'engraissement assez classique. Les bêtes sont encore très jeunes, je pense qu'ils ont un tout petit peu plus de 2 semaines. On voit qu'ils sont encore très vifs et très agiles. Mais progressivement, ils vont perdre cette agilité. L'éleveur n'a pas souhaité nous montrer les bêtes au terme de leur engraissement. Stéphanie Popken nous présente des images de poulets peu avant leur départ à l'abattoir. Ils ne peuvent pratiquement plus se lever. Leur poitrine hypertrophiée les plaque littéralement au sol. Le blanc de poulet est un produit tendance. Si vous voulez vivre sainement, être en forme et augmenter votre masse musculaire, le blanc de poulet est la viande qu'il vous faut. C'est en tout cas ce que la publicité vous suggère. Da guckst du, wa? Was hast denn du anzubieten? Zartes Hühnchenbrustfleisch. Nochmal bitte? Zartes Hühnchenbrustfleisch. Zartes Hühnerbrustfleisch. Herzhaft paniert. Knusprig paniert nämlich. Ist doch ganz einfach. Zartes Hähnchenbrustfleisch knusprig paniert. Unsere 3 leckeren Chicken Wraps. Jetzt und für länger bei McDonald's. Dans les recettes des blogs de fitness et de cuisine, le blanc de poulet est un must absolu. Ein günstiges, schnelles Rezept mit sehr viel Eiweiß, mit vielen Kohlenhydraten. La recette des nuggets de poulet maison. Et pour les faire un peu plus spicy que d'habitude, alors évidemment, on part avec des blancs de poulet, donc 2 blancs de poulet. Alles, was ihr braucht, ist wirklich Hähnchenbrust, also wirklich viel gute Hähnchenbrust. Tout cela fait que ces dernières années, la demande en blanc de poulet a fortement augmenté. Ça entraîne beaucoup de souffrance pour les bêtes, car les éleveurs veulent absolument produire des blancs et ça passe par le surdéveloppement de la poitrine. Les Allemands consomment 1 million de tonnes de viande de poulet par an. Un engouement synonyme de jackpot pour le commerce de la viande. Nous nous rendons à Barneveld, aux Pays-Bas. Barneveld, cette petite ville peu connue du grand public, assez banale à première vue, est pourtant un peu comme la capitale européenne de la poule et de l'œuf. D'ailleurs, ils sont omniprésents à tous les coins de rue, sur toutes les façades. Barneveld a vu s'installer toutes sortes d'acteurs de l'industrie du poulet, fabricants de systèmes d'abreuvement, ou machines à trier les œufs, producteurs d'aliments pour volailles, abattoirs et éleveurs. Cette ville accueille également l'unique musée de la volaille au monde. Comme le rappellent les objets exposés, le commerce du poulet a commencé ici dès les années 1920. La ville s'était même dotée d'une bourse aux poulets et aux œufs.
Ce film date des débuts de l'activité avicole de Barneveld. Sur le marché, les animaux étaient alors vendus vivants, et comme aujourd'hui, par des vendeurs professionnels et non par les éleveurs. Les affaires se concluaient d'une tape dans la main. Voici à quoi ressemble la bourse aux volailles de Barneveld de nos jours. Ces messieurs, attablés devant une bière et une assiette de frites, sont tous d'influents directeurs d'écloseries, d'élevage ou d'abattoirs. Ils se réunissent ici pour vendre des poussins, des poulets de chair et des découpes de volailles dans le monde entier. Une fois par semaine, ces messieurs fixent les prix du marché. Un exportateur international de poussins de chair nous explique son activité. Un de nos amis tient une écloserie en Italie et il a des problèmes avec ses œufs. Ils ne produisent pas assez de poussins. La semaine passée, il lui en manquait 120 000 et cette semaine 80 000. On s'est organisé pour lui fournir 120 000 poussins samedi dernier et il en recevra 80 000 ce vendredi. Les prix de la bourse aux volailles de Barneveld sont suivis par le secteur avicole de toute l'Europe. Même les commerçants du Moyen-Orient, d'Afrique et de Russie les connaissent parfaitement. Au fur et à mesure des négociations, les nouveaux tarifs sont inscrits à la craie sur un tableau. Poulets de chair en fin d'élevage, mais aussi pièces de découpe ou abats de toutes sortes. Une fois publiés sur Internet, ces prix auront des répercussions au niveau mondial. Aujourd'hui, par exemple, le prix au kilo pour les petits poulets de chair a été fixé au même prix que celui des poulets plus gros, bien que ceux-ci aient été engraissés une semaine de plus. Pour les producteurs de gros poulets, c'est une mauvaise nouvelle. En Europe de l'Ouest et aux États-Unis, les gens préfèrent manger des blancs de poulet. En Afrique, ils mangent surtout les cuisses. Il est évident qu'entre la chair du blanc et celle des cuisses, il y a une différence de prix. Une différence de l'ordre de 4 € le kilo. Autre sujet à l'ordre du jour, le prix des pondeuses en fin de ponte qui servaient autrefois à préparer des bouillons. Elles ne sont plus utilisées en Europe. Leur quantité est pourtant considérable. Retournons un instant en Lettonie, chez le producteur d'œufs de cage. À partir de la 85e semaine, elles se mettent à perdre leurs plumes. Et personne dans le secteur avicole ne garde une poule plus longtemps. À partir de 85 semaines, le rendement de ponte baisse rapidement. L'animal devient un facteur de coût. En Allemagne, 31 millions de pondeuses par an sont retirées des élevages. En Europe, 360 millions de poules en fin de ponte sont abattues chaque année, ce qui constitue un volume énorme de poules à bouillon. Leur prix est également fixé à la bourse de Barneveld. À la fin de la période de ponte, nous appelons les éleveurs. Nous leur achetons les poules qui ne pondent plus et nous les revendons à des abattoirs. 80 à 90% de ces produits d'abattoir sont exportés vers l'Afrique. Avec des répercussions importantes dont nous reparlerons plus tard. L'exportation commence ici. Les établissements Remkes, près de Barneveld, font partie des plus grands abattoirs de poulets des Pays-Bas. L'entreprise abat principalement des pondeuses en fin de ponte, puis elle les surgèle et les emballe. Nous ne sommes pas autorisés à filmer. Même pour un abattoir, les images de milliers de poulets abattus à la chaîne constituent une publicité négative. Une fois surgelées, les poules à bouillon sont emportées dans un camion frigorifique. Une première étape les conduit au port de Rotterdam. En 2017, l'Europe a exporté plus de 650 000 tonnes de viande de poulet surgelée vers l'Afrique. Des poules en fin de ponte, des cuisses, des ailes et des abats. Tout ce dont les consommateurs européens ne veulent pas. Tous ces produits sont principalement acheminés vers les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ainsi que vers la Namibie et l'Afrique du Sud. D'après l'organisation caritative allemande Pain pour le Monde, ces exportations ont plus que triplé depuis l'an 2000. Certains pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria
interdisent ces importations pour protéger leur production nationale. Mais plusieurs pays, dont le Nigeria, s'approvisionnent sur le marché noir à partir du Bénin. Certains États, comme l'Afrique du Sud, la Namibie ou le Botswana, ont signé un accord de libre-échange avec l'Union européenne, ce qui les empêche d'interdire l'importation de poulets bon marché. Un accord qui a également été signé par le Ghana en 2016. C'est là que nous allons. Au cours des 20 dernières années, les importations ghanéennes de viande de poulet européen sont passées de 10 000 à 160 000 tonnes. Et elles ont submergé les marchés locaux. Accompagnés de King David Amoa, de la Fédération des organisations paysannes du Ghana, et Francisco Mari, de l'organisation Pain pour le Monde, nous nous rendons au principal marché d'Accra, à la recherche de poulets européens. Dans les allées, nous trouvons des dos, des cuisses, des ailes et des abats de poulet, ainsi que des poules à bouillon en provenance d'Europe. À des prix bradés. Les cuisses de poulet se vendent ici à moins d'1,70 € le kilo. On pourrait penser que pour des populations aussi démunies, ces viandes de poulet à bas prix sont une opportunité, et peut-être même une forme d'aide au développement. Mais très vite, on se rend compte qu'il s'agit de produits qui ont une durée de conservation très réduite. En réalité, ce sont des viandes à risque. C'est d'ailleurs comme ça que l'OMS les qualifie, parce qu'elles sont surgelées. Car avant d'arriver sur ces étals, les viandes ont potentiellement été décongelées et recongelées plusieurs fois en raison du manque de système de réfrigération et d'une alimentation électrique qui connaît parfois des coupures de plusieurs heures. Nous demandons à un négociant d'où proviennent ces morceaux de poulet exposés en plein soleil. Il accepte d'ouvrir l'une de ces boîtes isothermes. Elle contient différentes découpes de poulet et des poules à bouillon entières importées depuis les Pays-Bas. Pour cette poule pondeuse décharnée, le vendeur demande 2,10 € le kilo. Une poule élevée localement, vendue vivante, coûte plus de 2 fois plus cher. Vilma vend des poulets sur ce marché depuis plusieurs années. Elle nous parle des conséquences de l'importation de viande à bas prix. Il y a quelques années, on ne trouvait pas de poulets importés sur nos marchés. On n'achetait que des poulets vivants de la ferme. On les tuait nous-mêmes et on les cuisinait. Du jour au lendemain, on a vu arriver toutes sortes de produits, que ce soit des ailes de poulet, des poules pondeuses ou des poulets de chair. Jusque dans les années 90, l'économie avicole ghanéenne était prospère. Faute d'automatisation du travail, le secteur fournissait de nombreux emplois dans les élevages et dans les usines d'aliments pour volailles. Les abattoirs livraient leurs clients en circuit court, ce qui permettait de maintenir la chaîne du froid jusqu'au marché de rue. La production de poulet permettait d'approvisionner tout le pays et même d'exporter vers les pays voisins. La situation a commencé à changer à l'approche des années 90. Tout se passait bien, mais l'Organisation mondiale du commerce nous a dit d'ouvrir notre marché aux autres pays. Notre secteur avicole a alors commencé à décliner. Au début des années 2000, les importations en provenance des pays de l'Union européenne, des États-Unis et même du Brésil ont pris une telle ampleur qu'elles ont provoqué la mort de toutes les entreprises avicoles de notre pays. Mais comment se fait-il que la viande européenne soit si peu chère ici ? Elle est produite dans des pays à salaire élevé, comme les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. Elle doit être transportée surgelée jusqu'en Afrique. Elle est aussi soumise à des droits de douane, modiques mais réels. Et malgré cela, elle est 2 fois moins chère que la viande locale. L'explication est la suivante. Les élevages intensifs européens ont un rendement élevé et bénéficient de subventions. Par ailleurs, les consommateurs européens ne veulent que des blancs. Les autres morceaux sont du rebut bon marché. En Europe, les poules en fin de ponte sont même considérées comme des déchets.
Auparavant, les abattoirs gagnaient de l'argent avec les déchets carnés. Aujourd'hui, avec l'interdiction des farines animales pour l'alimentation des bêtes, détruire ces viandes leur coûte entre 10 à 15 centimes d'euros. Avant, ça leur rapportait entre 15 et 20 centimes d'euros. Donc, au lieu de détruire ces viandes, on les exporte vers l'Afrique et ça rapporte de l'argent. C'est une excellente affaire pour les exportateurs et les abattoirs, mais aussi pour les importateurs, qui ne trouveraient nulle part de la viande aussi peu chère. L'économie avicole ghanéenne a tenté de lutter pour des droits de douane plus élevés et des conditions concurrentielles plus équitables. En vain. La plupart des élevages ont dû fermer. King David Amoah, de la Fédération des organisations paysannes du Ghana, nous emmène dans la banlieue d'Accra, là où se trouvaient de nombreux élevages avicoles. Grâce au réseau de M. Amoah, nous prenons rendez-vous avec l'un des rares producteurs de poulet ghanéens encore en activité. Actuellement, la part de viande de poulet consommée par les Ghanéens et produite dans le pays est inférieure à 5%. À notre grande surprise, nous constatons que les poulets sont mieux traités ici que dans la plupart des élevages au sol européen que nous avons visités. Augustina Mangva possède 10 000 poulets de chair et 15 000 poules pondeuses. Sur les œufs, sa marge bénéficiaire est faible. Mais dans ce secteur, l'Europe ne lui fait pas encore concurrence. Ces poussins, en revanche, sont des hybrides importés d'Europe par avion. Augustina Mangva est éleveur avicole depuis 27 ans. Il nous révèle comment il parvient à survivre économiquement. J'ai changé de façon de travailler parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens préféraient les produits importés à cause de leur prix peu élevé. Mais j'ai discuté avec certains restaurateurs qui m'ont dit que leurs clients faisaient la différence entre un poulet congelé et un poulet local. Le poulet local est plus juteux et ils l'apprécient davantage. J'essaie donc de trouver des restaurants et des hôtels dont je pourrais devenir le fournisseur. C'est grâce à ça que je suis encore dans ce secteur. C'est vrai, mes produits sont un peu plus chers, mais leur goût est meilleur et mes clients les apprécient. Grâce aux bouche à oreille et aux fêtes comme Noël ou Pâques, pour lesquelles les Ghanéens achètent encore des poulets vivants, Augustina Mangva continue à vivre de son élevage de poulets de chair. Mais ces prix ne sont accessibles qu'à la classe moyenne et aux rares Ghanéens aisés. Pour la majorité de la population, sa viande de poulet est devenue un produit de luxe. King David Amoah nous emmène ensuite chez un ancien engraisseur de poulet. Les élevages industriels, comptant plusieurs centaines de salariés, ont tous disparu. Kenneth Quarty était propriétaire d'un de ces élevages. Jusqu'en 2003, sa production de poulet de chair était florissante. Il employait 180 personnes. Les importations de poulet bon marché l'ont contraint à mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, il n'a plus que des pondeuses et 45 salariés. Mais il devra continuer à licencier, car le commerce des œufs ne lui apporte pas les bénéfices escomptés. Après ses études aux États-Unis, Kenneth Quarty a dirigé la Fédération d'aviculture d'Afrique de l'Ouest. Le mantra de la Banque mondiale, selon lequel le libre-échange est la clé de la croissance et de la richesse, éveille chez lui un certain scepticisme. On dit que le libre-échange profite à tout le monde. Je n'y crois pas du tout. Vous avez d'un côté les agricultures européennes, américaines et des pays développés, largement subventionnées, et de l'autre, des agriculteurs africains. Comment ceux-ci peuvent-ils être compétitifs sur un marché libre et ouvert ? C'est tout simplement impossible. Ce qui va arriver, et qu'on voit déjà se produire, c'est que l'agriculture en Afrique sera de moins en moins viable et de moins en moins attrayante pour sa population. Selon la Banque mondiale, 11,5% des Ghanéens de 15 à 24 ans sont au chômage. La pénurie d'emploi est telle que même les jeunes qui ont été scolarisés ne trouvent que rarement du travail.
70% des emplois se trouvent dans le secteur de l'agriculture et il est vital de les préserver. Faute de quoi, il n'y aura plus aucune perspective d'avenir. Sur ce point, l'Europe a une influence très négative. Elle cause énormément de tort au développement rural, ce qui incite les jeunes à délaisser les campagnes pour aller en ville et, dans un deuxième temps, à quitter le pays. C'est ce qu'a vécu Ahmed Tidjani, un jeune homme de 23 ans, originaire d'une région rurale du Ghana. Ahmed travaillait dans le secteur avicole. Il était chargé de nourrir les bêtes. On avait moins de clients qu'auparavant. Alors le patron nous a dit de chercher un autre travail. C'est normal. Il ne pouvait pas nous payer à ne rien faire. On a été licenciés et on a dû aller ailleurs. Avec plusieurs collègues de son élevage, il avait de grands projets. On s'est dit qu'on ne resterait pas dans notre pays, parce que la vie y est trop dure. On a décidé de quitter le Ghana pour essayer de redémarrer une nouvelle vie dans un pays d'Europe. Mais ce rêve ne se réalisera pas. Son périple s'arrête en Libye. Ça a été épouvantable. On était 49 à faire le voyage. Et la plupart de mes camarades sont morts de faim. Dans la seule région d'Accra, la capitale, entre 20 et 30 000 Ghanéens comme Ahmed ont perdu leur emploi dans le secteur avicole. Combien, parmi eux, ont grossi les rangs des migrants économiques partis vers l'Europe? Il n'existe aucun chiffrage fiable à ce sujet. Ce qui est en revanche visible partout, ce sont les jeunes en manque d'avenir et les élevages abandonnés. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Nous espérons malgré tout que les choses changeront. Nous sommes en contact avec nos amis et collègues dans les pays de l'Union européenne pour qu'ils fassent pression sur leur gouvernement afin de réduire nos importations. Tout espoir n'est peut-être pas perdu. Si nous y parvenons, nos enfants et nos petits-enfants pourront relancer l'élevage de volailles dans notre pays. De retour à Bruxelles, nous tentons de savoir si la politique agricole européenne et les exportations de restes de poulet sont effectivement responsables d'une partie de la migration économique en provenance d'Afrique. Si on veut s'attaquer aux causes des migrations, il est indispensable, à mon avis, de revoir notre politique agricole. Si nous ne changeons pas cette politique, nous ne pourrons pas combattre efficacement les causes de ces migrations. Notre politique agricole, définie par la majorité au Parlement européen, est à l'origine de ces migrations à l'autre bout du monde. C'est malheureux, mais nous en sommes responsables. Nous avons du sang sur les mains et il faut que ça change. La production européenne de viande doit évoluer, d'autant que nos besoins en aliments pour les élevages impactent eux aussi l'environnement, les animaux et les humains de toute la planète. Nous retournons à l'entreprise d'engraissement Rovedder dans le Brandebourg. Avec 94 millions de poulets de chair, l'industrie agroalimentaire allemande a besoin d'énormément d'aliments avicoles. L'engraissement utilise des aliments riches en compléments protéinés qui favorisent une croissance rapide. Je ne sais pas d'où viennent les différents aliments de base, mais les céréales, le maïs et le colza viennent d'Allemagne. Pour l'engraissement des poulets, environ un tiers de l'alimentation est composée de soja. Or, celui-ci n'est pas cultivé en Allemagne.
Dans les années 1990, au moment de la crise de la vache folle, les agriculteurs se sont demandé comment engraisser nos bêtes si nous n'avons plus le droit de leur donner des constituants d'origine animale. Ils se sont rabattus sur le soja car il est extrêmement nutritif. C'est une excellente source de protéines. Il est également très bon marché et relativement facile à faire pousser. Depuis, la demande en soja n'a cessé d'augmenter. Une ancienne forêt tropicale en Argentine. Un tiers de l'alimentation de nos poulets de chair est composé de soja, et celui-ci est le plus souvent originaire d'Amérique du Sud. La création de zones de culture pour le soja se fait par la technique du brûlis, qui détruit la forêt tropicale. Les sols sont traités avec d'importantes quantités d'herbicides, le plus souvent du glyphosate. Ce mode de culture du soja est le plus fréquent et il entraîne des conséquences en chaîne sur la forêt tropicale, le climat, la faune et les humains. Peter Meister ne nourrit ses poules qu'avec des céréales cultivées par lui-même et par d'autres agriculteurs de sa région. Il existe des plantes riches en protéines cultivables en Allemagne. Elles sont plus chères que le soja d'Amérique du Sud, mais Peter Meister accepte d'en payer le prix. Ces poules trouvent aussi des protéines dans les insectes et les vers de terre. Ce sont des poules heureuses. Mais 90% des pondeuses et des poulets de chair vivent dans des espaces réduits et sont nourris au soja. Est-ce vraiment ce que les consommateurs souhaitent? Certainement pas. Ça, les services marketing du secteur avicole l'ont parfaitement compris. Sur les emballages de viande, les labels de qualité multiplient les promesses. Bien-être animal, élevage respectueux, poulailler spacieux, environnement stimulant. Mais que signifient réellement ces différents labels? Ces certifications sont-elles crédibles? À mon avis, ces emballages sont trompeurs. En soi, l'intention d'en faire plus pour le bien-être animal est une très bonne chose, mais ça ne correspond pas à une démarche cohérente. Le label bien-être animal, par exemple, est une certification volontaire recommandée par le gouvernement allemand. Il implique un nombre maximal de 23 poules par mètre carré au lieu de 26, et la présence d'un jouet de paille suspendu à une chaîne. Selon la Fédération de producteurs de volailles, plus de bien-être coûterait plus cher aux consommateurs. Dans le cas d'un label ou d'un étiquetage de l'origine, il faut que l'augmentation du prix à la consommation soit acceptée par le marché. Actuellement, nous constatons que les consommateurs ne sont pas toujours prêts à payer la valeur ajoutée que constitue une certification de bien-être ou d'origine. Plusieurs études montrent pourtant qu'une majorité de consommateurs seraient prêts à payer davantage pour des animaux issus d'élevages respectueux. Un rapport initié par le ministère de l'Agriculture et une étude de l'Université de Göttingen confirment que 80% des Allemands accepteraient une hausse de prix de 30% voire davantage pour le bien-être des animaux. Une autre étude réalisée à la demande de l'ONG CIWF indique que les consommateurs français seraient eux aussi prêts à payer leurs œufs et leur viande 10% plus cher en échange de conditions d'élevage plus respectueuses pour les animaux. Nous interrogeons des consommateurs français et allemands. Je pense que bon légumes, 10% plus. Sans pesticides, sans agents chimiques, sans produits chimiques, naturels, 100% la viande et les légumes. Je dirais peut-être 15%, 15-20%. Oui, je suis prêt à payer plus cher. Pour le bien de l'environnement, mais aussi pour ma propre qualité de vie. À présent, de vous dire combien je pourrais dépenser plus. J'en sais rien, c'est selon mes possibilités. Je suis encore étudiant, alors je trouve que c'est un peu cher. Mais à l'avenir, quand j'aurai un salaire correct, je me vois assez bien dépenser davantage pour des produits de meilleure qualité. C'est un peu cher, oui, mais bon, si on veut manger de la bonne qualité, des fois, il faut faire des concessions. En France comme en Allemagne, les chaînes de supermarchés se sont adaptées. Les emballages de viande affichent des labels promettant des méthodes d'élevage respectueuses. Mais les animaux en profitent-ils réellement? Le bien-être animal, c'est important, mais il faudrait savoir ce que signifient concrètement les différents labels, parce que c'est devenu très compliqué. Ces labels garantissent qu'il y a un vrai suivi derrière, une vraie traçabilité des produits. C'est ça qui est encore un peu flou, je pense. On a une mention ici, une autre là, là une troisième, là une quatrième. Et quand je retourne le paquet, il y en a une autre ici. Pour le consommateur, c'est impossible de s'y retrouver.
C'est pourquoi les associations de consommateurs et de protection des animaux préconisent un label à 3 étoiles. Le consommateur pourrait ainsi choisir entre de la viande 1 étoile, bon marché et issue d'élevage non respectueux, de la viande 2 étoiles, un peu meilleure, ou 3 étoiles, d'excellente qualité mais plus chère. Mais pour que ce label ait un sens, il faut qu'il soit contrôlé. La solution que nous recommandons pour éviter les problèmes de concurrence est l'étiquetage du mode de production à un niveau européen, comme on le fait pour les œufs. Des critères simples et objectifs qui, d'un simple coup d'œil, permettent au consommateur de savoir ce qu'il achète. Mais les industriels de la viande d'Allemagne, de France et du Benelux craignent pour leurs bénéfices. Par l'intermédiaire de leur lobby, ils font pression contre tout changement de cap politique. Les grands groupes de lobbying ont tous des bureaux à Bruxelles et ils sont très présents. Ils rédigent des amendements qu'ils proposent aux députés. Moi-même, il m'arrive de recevoir de la part de certains lobbies des amendements formulés à l'avance pour me suggérer de modifier tel ou tel point dans tel ou tel texte. Souvent, on a d'un côté une association de protection des animaux avec peu de moyens financiers et de l'autre, l'industrie de la viande qui dispose d'importantes ressources financières. Ce déséquilibre des moyens financiers se reflète évidemment dans le travail des différents groupes. En d'autres termes, l'industrie de la viande a beaucoup d'argent et peut payer de nombreux lobbyistes. Les défenseurs du bien-être animal ont peu d'argent et donc peu d'influence. Nina est membre de CEO, une ONG qui observe et étudie la manière dont les groupes de lobbying pèsent sur la politique. Elle organise régulièrement des visites guidées à travers Bruxelles. Experte en lobby, elle nous explique comment les petites organisations non gouvernementales résistent aux groupes agroalimentaires. Nous avons ici le UECBV, c'est-à-dire le syndicat, ou le lobby si vous préférez, des filières de la viande de l'Union européenne. Évidemment, ce n'est pas une coïncidence si leurs locaux se trouvent juste en face de ceux de la Direction générale de l'agriculture. C'est ici que toute la politique agricole commune se décide. Au coin de la rue se trouve également la Copa-Cogeca, le grand lobby agricole, où nous irons aussi faire une halte. La moindre loi votée à Bruxelles est précédée d'un grand nombre d'auditions, de délibérations et de réunions d'experts. D'abord dans les différents pays européens, puis à Bruxelles. Durant tout ce processus, les groupes d'intérêt, c'est-à-dire l'industrie d'un côté et les défenseurs des consommateurs et des animaux de l'autre, vont tenter de défendre leurs intérêts auprès des responsables politiques. Nina résume les difficultés des petits face aux grands. Avoir de l'argent, c'est avoir plus d'influence. L'industrie agroalimentaire veut empêcher la création d'un label de qualité contrôlé par l'État qui nuirait à la rentabilité des élevages intensifs et entraînerait un manque à gagner de plusieurs millions, voire de plusieurs milliards d'euros. Davantage de profit signifie généralement moins de bien-être animal. Sur ce point, les groupes de lobbying sont intransigeants. Ils s'opposent catégoriquement au moindre label contraignant qui instaurerait un standard minimum en termes de bien-être animal. Je le regrette beaucoup. C'est un combat auquel tout le monde doit participer. Car le combat n'est pas uniquement politique. Le consommateur a un rôle à jouer. Un nouveau produit tendance est apparu en France et en Allemagne, comme dans ce magasin bio de Leipzig. La poule à double usage. Comme les poulets des fermes d'autrefois, une seule race où les poules pondaient des œufs et les coqs étaient engraissés. Cela à la place des espèces hybrides qui produisent soit des œufs, soit de la viande. Un élevage éthique, c'est tout d'abord un lieu qu'on peut montrer aux clients, où il n'y a rien à cacher. Au départ, l'objectif c'était ça, un élevage où les poulets vivent en troupeau. Les mâles sont abattus pour fournir une viande de bonne qualité. Les femelles pondent des œufs, et quand elles arrivent en fin de ponte, elles sont utilisées en tant que poules à bouillon. En clair, on ne jette rien, et au cours de leur vie, les animaux sont traités dignement. La famille Meister consomme des œufs issus de leurs poules à double usage. Mais à l'heure actuelle, ce genre d'élevage reste difficile à financer. La méthode est encore confidentielle et les œufs et la viande coûtent plus cher. Les poules à double usage ont un rendement de ponte inférieur à celui des poules hybrides. Leurs frères, les poulets à double usage, sont plus longs à engraisser et fournissent moins de viande que les poulets hybrides. En revanche, les poussins mâles ne sont plus mis à mort, comme c'est le cas dans l'élevage intensif.
Nous ne pouvons pas vivre de nos 700 bêtes à double usage. Nous avons conservé 3000 pondeuses hybrides qui nous permettent de développer notre projet. À terme, l'objectif est de passer à 100% de poules à double usage. La viande et les œufs sont meilleurs au goût. D'autres personnes nous l'ont confirmé. Ils rassasient davantage. Quand on fait cuire la viande à la poêle, il y a beaucoup moins de perte de volume. Le goût est plus prononcé et la viande est plus mûre, puisque le poulet a vécu entre 16 et 20 semaines. Les œufs ont une toute autre consistance. Ils sont plus denses et ils ont vraiment bon goût. Des gens nous disent « ça a le goût d'autrefois, c'est comme à la maison ou comme chez ma grand-mère ». Et c'est vraiment le cas.